Bienvenue pour ce webinaire sur lequel nous allons faire le point des gestions pilotées Data Profit avec Lazare Frères Gestion. L'année précédente s'est terminée avec des marchés en hausse et des performances positives pour les gestions pilotées. Mais qu'en est-il en ce début d'année 2024 ? La hausse sur les marchés s'est poursuivie, mais de manière plus disparate. Toutes les zones géographiques n'ont pas performé de la même façon. En effet, l'Europe a reçu un récent coup d'arrêt quand les États-Unis ont battu record sur record de leur côté. Nous allons donc détailler le comportement de la gestion pilotée Lazare et de ses profils dans ce contexte de volatilité, ainsi que l'influence des événements récents, que ce soit politiques ou géopolitiques, sur les performances. Pour nous accompagner aujourd'hui, Colin Fèvre, économiste allocataire chez Lazare Frères Gestion. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous rappelle que nous répondrons aux questions du chat en fin de webinaire. Avant de commencer à parler marché financier et performance, je te laisse te présenter ainsi que ta société. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Colin Fèvre, je suis économiste allocataire. Je travaille à la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion, qui est l'entité de gestion française du groupe Lazare, qui est un groupe qui fait de la gestion d'actifs dans le monde entier et qui gère au total près de 250 milliards de dollars et qui est présent dans près de 20 pays. En France, sur la diapositive suivante, rapidement, on gère un peu plus de 40 milliards d'euros. On est 221 personnes. Vous voyez sur le graphique en bas à droite que nos encours se sont développés de façon importante au cours des dernières années. On réalise de la gestion pour des clients institutionnels, des distributeurs, et également pour des clients privés. On est présent sur l'ensemble des classes d'actifs. On gère des actions, on gère des obligations, des fonds diversifiés. Et ce qui distingue Lazare, c'est un degré d'exigence élevé dans la gestion comme dans les relations avec nos clients. On essaye d'établir des relations de long terme, comme par exemple avec notre partenaire Alta Profit. Nous travaillons ensemble depuis 2006 et on essaye de conjuguer la culture d'un groupe international avec beaucoup de ressources à la culture d'une société plus petite, manière à pouvoir servir nos clients de façon réactive. Merci pour cette piqûre de rappel et pour la présentation de Lazare. Après donc une année 2023 où l'économie américaine a plutôt été résiliente, ce qui a porté les marchés, comment elle s'est comportée en 2024 ? Voilà, alors on va commencer par effectivement un point sur l'économie américaine. On a une économie américaine avec une croissance qui reste solide et c'est particulièrement vrai de la demande domestique. Sur ce graphique, on a représenté la croissance du PIB, c'est la courbe noire, et vous voyez la croissance de la demande domestique, la courbe bleue, on reste sur un niveau élevé de 3%, alors que la croissance du PIB a baissé au cours du premier trimestre. Le chiffre a d'ailleurs été un peu revu à la baisse cet après-midi, mais sur la variation des stocks et la variation de la contribution du commerce extérieur, qui sont des composantes assez volatiles du PIB. Mais par contre, on a toujours une demande domestique soutenue par la consommation des ménages, l'investissement des entreprises qui est robuste. Cela s'explique et c'est lié à un marché du travail qui reste dynamique aux États-Unis. Vous voyez que les créations d'emplois sont toujours importantes. Quand on regarde la courbe bleu turquoise, c'est l'enquête réalisée auprès des entreprises, c'est la statistique la plus scrutée en termes de création d'emplois aux États-Unis. Et on voit qu'on est sur des niveaux de création d'emplois qui sont élevés. Si on fait abstraction de la période un peu perturbée du Covid, où on avait eu d'abord des destructions d'emplois très importantes, puis en contre-coup des créations d'emplois très importantes, si on exclut cette période, on voit qu'on est établi aujourd'hui sur un niveau de création d'emplois qui est plus élevé que celui qui prévalait avant cette crise du Covid. On a fait figurer également l'enquête réalisée auprès des ménages qui, pour le coup, donne des résultats différents. On voit que sur la dernière publication, on aurait eu des destructions d'emplois. Ce que je veux préciser, c'est qu'on voit que cette
enquête est beaucoup plus volatile avec des à-coups dans un sens et dans l'autre qui sont plus importants. Donc, on continue à surveiller ça de près, mais le marché de l'emploi nous semble robuste aux États-Unis. On a un autre facteur de soutien de cette croissance qui est lié au cycle du crédit. On a eu une période pendant laquelle les conditions de crédit se sont durcies considérablement. C'est lié au durcissement de la politique monétaire américaine et donc c'était de plus en plus difficile d'obtenir un crédit pour les ménages, pour les entreprises, et c'est ce qu'on voit quand cette courbe bleue allait vers le bas. Cette courbe bleue remonte, ce qui montre que les effets du durcissement de la politique monétaire s'estompent peu à peu et que ça devient à nouveau plus facile d'obtenir un crédit. Et on voit d'ailleurs que la courbe noire, qui elle montre l'évolution du crédit bancaire, on était orienté à la baisse et on devrait, les deux courbes sont très liées, avoir un rebond du crédit et ça soutient l'activité. Il y a quand même des facteurs de fragilité dans l'économie américaine, en particulier dans le secteur immobilier. Donc, on vous fait figurer sur cette diapositive les permis de construire dans l'habitat individuel. On a des statistiques sur l'habitat individuel et l'habitat collectif. On suit les deux, mais l'habitat individuel a le mérite d'être moins volatile et de permettre de mieux discerner les tendances. Et on voit que les permis de construire sont orientés à la baisse, mais c'est également vrai pour d'autres statistiques relatives à ce qui se passe dans le secteur immobilier aux États-Unis. C'est un secteur qui est sensible au niveau des taux d'intérêt et on voit que dans ce secteur, le fait que les taux soient hauts a quand même un effet et c'est quelque chose qui pourrait venir peser sur l'économie américaine et donc que l'on va suivre dans les mois à venir. Aux États-Unis, la mauvaise nouvelle pour les ménages et pour la Banque centrale, c'est cette réaccélération de l'inflation qu'on a eue au début de l'année 2024. Vous voyez sur le graphique, pour l'année 2023, on a vraiment des chiffres d'inflation qui sont orientés à la baisse, que ce soit l'inflation globale, les bâtonnets sombres, ou l'inflation hors alimentation et énergie, donc qui est un chiffre moins volatile, qui était vraiment orienté à la baisse. Et on a eu une série de chiffres particulièrement élevés sur les 4 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril. Depuis, on a eu la publication du mois de mai qui était un peu plus faible, mais quand même toujours à un niveau élevé. Et ça rend la tâche difficile pour la banque centrale américaine qui n'a toujours pas commencé à baisser ses taux directeurs parce qu'on a cette inflation qui a beaucoup reculé, mais qui a du mal à franchir le dernier pas pour revenir vers la cible de 2% qui est celle de la Banque centrale américaine. Donc, malgré ces petites inquiétudes, l'économie américaine semble plutôt solide. Mais qu'en est-il de l'Europe, surtout avec les événements récents et également du reste du monde? Voilà. Alors, en Europe, le panorama est un peu différent. Pendant que les États-Unis ont connu une croissance qui a accéléré assez fortement à partir du deuxième semestre de l'année 2023, en Europe, on avait une économie qui stagnait. Et en fait, cette stagnation a duré un peu plus d'un an et demi. Et c'est seulement au premier trimestre qu'on a renoué avec la croissance en Europe. Alors, il y avait des disparités selon les pays. On a eu des pays qui avaient plutôt une croissance négative, comme l'Allemagne, comme également des pays en dehors de la zone euro. Je pense à la Suède, je pense au Royaume-Uni. Et puis, des pays qui sont tirés un peu mieux, la France, l'Espagne, l'Italie, ça a été difficile dans un premier temps, et puis on a une réaccélération maintenant, mais la croissance semble revenue au premier trimestre, et c'est cohérent en fait avec les enquêtes d'activité, ces fameux indices PMI qu'on représente assez souvent dans nos présentations. Vous voyez que la croissance les indices ont remonté, c'est cohérent avec ce rebond de la croissance, et ils sont à des niveaux qui pointent vers une poursuite de la croissance en Europe et dans la zone euro. Sur le front de l'inflation, la situation est meilleure également qu'aux États-Unis. Vous voyez, donc on avait eu, comme aux États-Unis, une baisse de l'inflation au cours de l'année 2023, des chiffres un peu plus élevés au début de l'année 2024, mais on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Là, on est plutôt pour
pour l'inflation globale en dessous de 0,2 par mois, quand aux États-Unis, on était plutôt vers 0,4, 0,3. Donc, dans la zone euro, la période de croissance molle ou d'absence de croissance a permis à l'inflation de refluer et met la Banque centrale dans une meilleure position. On surveille quand même dans la zone euro ce qui concerne le coût du travail. On vous a fait figurer sur ce graphique 3 mesures différentes du coût du travail. On voit que le coût du travail qui stagnait depuis de nombreuses années, même qui avait baissé, alors a connu une volatilité importante au moment de la crise du Covid et s'est réorienté à la hausse. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les salariés, c'est une moins bonne nouvelle pour les gens qui les emploient, et puis c'est une moins bonne nouvelle aussi pour la Banque centrale, dans le sens où cette inflation des salaires contribue à l'inflation générale et a obligé la Banque centrale à durcir ses conditions monétaires. La Banque centrale estime que la situation est contrôlée, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller au niveau de ce à quoi on peut s'attendre en termes de politique monétaire. Cette diapositive pour faire un petit point sur les événements récents en Europe avec les élections européennes et puis cette surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale française qui nous amène à des élections législatives qui vont avoir lieu ce week-end et le week-end prochain. Alors, d'abord, si on fait un petit point sur l'élection européenne, on a eu le renouvellement du Parlement avec un glissement du Parlement vers la droite, mais pas de grand bouleversement des grands équilibres dans le Parlement. Le parti majoritaire reste le parti conservateur, PPE, dont Ursula von der Leyen était la candidate et avait été choisie en tant que présidente de la Commission européenne. Elle devrait garder ce poste pour le prochain mandat du Parlement. On a une petite diminution du groupe des sociaux-démocrates, mais les principaux mouvements ont plutôt été une baisse du nombre de députés du Parti libéral, Renew, auquel appartient les députés élus sur les listes du camp d'Emmanuel Macron, et puis également des députés écologistes en faveur des groupes d'extrême droite qui ont vu leur poids s'accroître. Mais en termes de gouvernance européenne, on ne devrait pas avoir de bouleversement dans les mois et les années à venir. Par contre, ce qui a surpris les marchés, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de ces nouvelles élections. Et on représente sur ce graphique l'évolution du spread des obligations françaises par rapport aux obligations allemandes. Donc, c'est le supplément de rendement que doit payer l'État français par rapport à l'État allemand quand il emprunte. On voit qu'on est passé d'un niveau d'à peu près 45 points de base, 0,45% de supplément de rendement, à un rendement aujourd'hui proche de 80, et on a atteint, voire dépassé la semaine dernière, le niveau haut atteint en 2017 en amont de l'élection présidentielle qui avait conduit à la première élection d'Emmanuel Macron, quand on avait eu des sondages qui montraient qu'on pouvait potentiellement avoir un second tour avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, on voit que les investisseurs obligataires sont préoccupés par cette élection législative et les résultats incertains, puisqu'on devrait avoir une forte hausse du taux de participation qui devrait amener un nombre de triangulaires plus important que ce qu'on a connu au cours des dernières élections législatives, et ce qui amène des prévisions plus incertaines en termes
de composition du Parlement français. Donc on a eu une remontée du spread selon les scénarios qui vont se dégager en termes de composition du gouvernement. On pourrait avoir ce spread qui s'écarte encore davantage, puisque on a une inconnue sur l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. C'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir, qui avait un programme économique qui datait de 2022, qui est en train d'être remis à jour. On n'en connaît pas tous les éléments. On a la possibilité d'avoir l'arrivée d'une coalition de gauche au pouvoir avec un programme assez dispendieux dans un moment où l'Union européenne a demandé à la France de faire des efforts pour réduire son déficit budgétaire, réduire son endettement. Et puis, on peut aussi avoir la possibilité d'un Parlement qui ne débouche pas sur une majorité claire, et donc un gouvernement qui aurait du mal à mettre en œuvre son action et qui rend également difficile cette nécessité imposée par les règles de l'Union européenne de faire revenir le déficit budgétaire dans les limites définies par le traité de Maastricht, à savoir un déficit budgétaire cible qui ne dépasse pas 3%, on est à 5,5% actuellement, et puis une dette qui s'est beaucoup accrue pendant la crise du Covid, qui devrait en cible converger vers 60%. En France, on est au-dessus de 100%. Donc, on pense que le spread des obligations françaises par rapport aux obligations allemandes devrait durablement s'établir au-dessus du niveau qui prévalait avant ces élections. Très bien. Du coup, maintenant, passons au reste du monde. Voilà. Alors, on a fait figurer quelques diapositives sur la Chine, puisque c'est la troisième zone importante en termes d'économie. Et en Chine, on a intitulé cette partie un malaise persistant, puisque la Chine souffre depuis maintenant un certain nombre d'années d'une crise qui vient de son secteur immobilier. Vous voyez que la situation ne s'améliore pas, continue de se dégrader dans le secteur immobilier qui a beaucoup contribué à la croissance chinoise au cours des années, voire des décennies précédentes. On a une activité qui est toujours en forte baisse, que ce soit les ventes de logements, les mises en chantier, mais on pourrait aussi regarder les prix et on aurait le même message. Alors, le gouvernement chinois, qui est un gouvernement qui intervient beaucoup dans le pilotage de son économie, mène pour l'instant, excusez-moi, je m'étrangle, mène pour l'instant plutôt des politiques de soutien de l'offre. Et on voit par exemple que on a un accroissement de l'investissement dans le secteur manufacturier, dans les infrastructures. On voit que l'investissement dans l'immobilier a arrêté de se dégrader. Il se dégrade parce qu'on est quand même en zone négative, mais la chute brutale est relativement enrayée. Mais le gouvernement, pour l'instant, est assez timide sur des politiques de soutien de la demande, de soutien de la demande des ménages, et ce qui est source de déséquilibre, puisqu'on voit sur la diapositive suivante que ce soutien de l'offre a tendance à créer des surcapacités dans le secteur manufacturier et dans le secteur automobile. C'est ce qu'on vous a représenté ici pour illustrer ce phénomène. Vous voyez que le taux d'utilisation des capacités baisse. On a trop de capacités de production, et ça, c'est potentiellement problématique pour deux raisons. D'abord, ça crée des pressions déflationnistes. En Chine, on a un panorama qui est tout à fait différent de celui du monde développé. On n'a pas ce problème d'inflation, on a plutôt quelque chose qu'on connaissait, nous, il y a quelques années,
hein, trop peu d'inflation en fait dans l'économie chinoise. Ça, c'est pas bon hein, d'avoir de la déflation, ça décourage la consommation des ménages, puisqu'on se dit qu'on va pouvoir attendre un petit peu et acheter le bien qu'on souhaite acquérir à un meilleur prix quelques mois plus tard. Donc, première chose, voilà, des pressions déflationnistes. Deuxième chose, ces produits chinois, il faut les vendre et c'est source de tensions commerciales. Et on voit que en ce moment, le ton est monté entre la Chine et les États-Unis et l'Europe, particulièrement sur la question des véhicules électriques, mais sur tout un panel de produits. Et donc, voilà, ça risque d'alimenter des tensions commerciales comme on en a connu au cours du précédent mandat de Donald Trump. C'était en 2017-2018 particulièrement. Donc maintenant qu'on a fait un point sur l'économie mondiale, comment les marchés ont réagi à toutes ces nouvelles économiques? Voilà. Alors, d'abord, quelques mots donc, pour résumer tout ça. Aux États-Unis, donc une croissance qui reste dynamique, mais cette question de l'inflation hein, qui perdure et qui embarrasse la Banque centrale. En Europe, plutôt une réaccélération de l'activité. On surveille quand même ce qui se passe du côté des salaires. Un risque politique qui est apparu en France du fait des élections législatives à venir et puis de ce que ça implique comme incertitude sur le futur gouvernement français. Ça inquiète quand même nos partenaires européens et les investisseurs. Et puis en Chine, toujours une activité dépréciée. Alors, en termes de marché financier, si on regarde un peu ce qui se passe, on est confronté en fait à un dilemme entre ces bonnes nouvelles sur l'économie et puis la problématique des taux ailleurs, fort longueur. On reste à un niveau élevé pour plus longtemps que ce qu'on anticipait, puisque vous voyez sur cette courbe qui représente l'évolution du taux directeur américain. Donc, vous voyez déjà l'ampleur de la remontée de ce taux directeur. Hein. On est passé de 0 à 5,5% sur une période courte. Et puis, au début d'année, on anticipait un assouplissement significatif de la politique monétaire américaine, puisque on s'attendait à ce que le taux directeur baisse selon cette courbe turquoise. Hein. On a envisagé jusqu'à 7 baisses de taux pour 2024. Aujourd'hui, on est au milieu de l'année, hein, on est presque au 30 juin. D'abord, on n'a pas eu de baisse de taux directeur aux États-Unis. Et puis, on ne sait pas quand on aura la première baisse et puis combien on en aura. Les anticipations sont plutôt de 1 à 2 baisses. On voit que la Banque centrale américaine, qui semble quand même avoir annoncé que le prochain mouvement, ce serait une baisse, est embarrassée et a du mal à démarrer sa politique d'assouplissement. Et si la problématique de l'inflation persistait, c'est pas exclu, la probabilité semble encore faible aujourd'hui, mais qu'elle soit même obligée de redurcir sa politique monétaire. Donc voilà des incertitudes sur la politique monétaire américaine. Sur ce qui concerne la BCE, donc la Banque centrale européenne, on a représenté les choses de manière un petit peu différente. La courbe noire représente les hausses de la Banque centrale, mais alors qu'on vous a sur la diapositive précédente, on a plutôt un stock, hein, on voit la trajectoire des taux directeurs. Là, on voit plutôt le mouvement. Et en fait, on a mis en parallèle le niveau des indices PMI, donc qui désigne le niveau d'activité dans l'économie, avec le fait que la Banque centrale monte ou baisse ses taux. Ce qu'on voit, c'est que quand l'activité est dynamique, ces indices PMI sont à des niveaux élevés, on a plutôt des hausses de taux, hein, l'économie tourne fort, c'est plutôt à ces moments-là que la Banque centrale cherche à la faire ralentir. Et puis, à l'inverse, quand l'économie a des difficultés, que les indices d'activité sont bas, c'est à ces moments-là que la Banque centrale
va faire des baisses de taux pour stimuler l'économie. Et ce qu'on voit, si on regarde où on en est aujourd'hui, on voit qu'on a eu cette baisse de taux, alors que les niveaux d'activité sont plutôt en train de s'améliorer et de repasser au-dessus du niveau de 50, qui est le niveau au-dessus duquel on a plutôt une économie en expansion. Notre message, c'est que la Banque centrale ne va peut-être pas baisser ses taux autant qu'attendu et on va peut-être avoir un cycle de baisse de taux qui va rester modéré. Donc, du soutien à l'économie, mais pas forcément autant de soutien qu'on pouvait attendre. Et ça veut dire que le taux d'équilibre pour les taux obligataires, il est peut-être à un niveau plus élevé que ce qu'on pouvait anticiper auparavant, parce que l'économie tourne, et que si l'économie tourne bien et qu'on a des choses quand même à surveiller, comme le niveau de progression des salaires, c'est peut-être pas la peine de baisser trop ces taux directeurs. Alors, dans la rémunération des obligations, on a cette composante taux d'État qui dépend du niveau du taux directeur de la Banque centrale. Puis il y a aussi la composante spread. Donc, on en a parlé pour la France. C'est le supplément de rendement que doit payer un émetteur. Et sur cette diapositive, on représente les niveaux de spread des différentes catégories d'émetteurs privés. Dans ce cas-là, c'est plus l'État français, ce sont des entreprises corporate, c'est le vocabulaire qu'on utilise pour désigner des entreprises qui ne sont pas dans le secteur financier. Donc, ce sont des émetteurs hors banque et assurance, investment grade. Et puis ensuite, on a différents types d'émetteurs financiers. Et on voit que ces spreads sont aujourd'hui historiquement plutôt sur des niveaux bas. On n'est pas sur les niveaux les plus bas atteints au cours de l'année 2021. Pour aller jusqu'à ces niveaux, il faudrait qu'on ait une activité qui reste soutenue. Mais voilà, on n'a pas de contraction de spread à attendre. Les contractions de spread, ça amène une valorisation des obligations. Par contre, on a un niveau de portage qui aujourd'hui est intéressant sur les obligations, et c'est lié à la remontée des taux d'intérêt qu'on a connus au moment de 2023. Donc, les obligations sont une classe d'actifs qui ont à nouveau un rendement intéressant. Au niveau des actions, on met en parallèle l'évolution des bénéfices par action, les bénéfices des entreprises, et toujours ce fameux indice PMI qui montre le niveau d'activité dans l'économie. Donc là, c'est un indice global, l'activité dans l'ensemble du monde, et on voit que le niveau d'activité s'améliore, et c'est plutôt un facteur de soutien pour les bénéfices des entreprises. Donc c'est plutôt un élément positif pour les actifs risqués. Cette diapositive dresse un peu le panorama du niveau de valorisation des différents marchés. Donc le PE, c'est le price earning, c'est quand on achète une action, quel prix on va la payer par rapport aux résultats auxquels on a le droit en étant actionnaire de la société. Donc on va rapporter la capitalisation de la société en nombre d'années de ces résultats. Et on voit que, alors que dans la zone euro, on est sur des niveaux tout à fait raisonnables, la zone euro est en Europe, par rapport aux autres marchés et aussi par rapport à l'historique de valorisation, aux États-Unis, on est sur des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Le marché américain est cher. Les entreprises américaines tournent fort. On a des annonces de résultats spectaculaires, mais on paye aussi ces résultats chers, et ça, c'est un facteur de risque, puisque si les niveaux de valorisation se mettent à baisser, si les investisseurs ne sont plus prêts à payer autant une entreprise américaine, on peut avoir une baisse de son cours.
Alors, en conclusion, si on regarde la diapositive, suivante, en termes de politique des banques centrales, on voit que les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire de la la Fed, la Banque centrale américaine, ont été beaucoup revues à la baisse. Pour la BCE, on a des interrogations sur l'ampleur du cycle de baisse. On aura peut-être 2-3 baisses de taux et puis après une pause. Pour autant, les actifs risqués sont soutenus par l'activité. Les banques centrales n'ont pas besoin de baisser leur taux directeur pour que les actifs, pour soutenir artificiellement les actifs risqués. Il y a de l'activité. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau des spreads obligataires, on n'a pas forcément un grand potentiel de resserrement, donc pas de gain forcément à attendre d'un mouvement de compression des spreads. Par contre, on est rémunéré correctement aujourd'hui quand on détient des obligations. Le niveau de valorisation des actions américaines nous semble un peu haut. Et dans un contexte où les taux obligataires sont également élevés, c'est quand même un facteur de fragilité. Et un facteur de fragilité pour le marché action américain, c'est un facteur de fragilité pour l'ensemble des marchés financiers. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Et ça explique que nous restons prudents et nous privilégions plutôt l'Europe. La très bonne transition, justement, c'est-à-dire qu'on voit que les marchés sont plutôt, surtout américains, sont plutôt hauts et chers. Du coup, comment vous avez adapté vos portefeuilles en ce début d'année et pour quel résultat? Voilà. Alors, on a fait un arbitrage au début du mois d'avril qui est assez révélateur en fait de l'évolution de notre appréciation de la situation. On avait maintenu un niveau d'exposition aux actions et aux actifs risqués très bas pendant l'année 2023, puisque nous pensions que cette phase de durcissement monétaire allait déboucher sur une récession. Alors, en Europe, on l'a vu tout à l'heure, on a effectivement eu une phase de stagnation, mais aux États-Unis, on n'a pas eu de récession, et on a plutôt eu une économie résiliente grâce au comportement des ménages américains, dont la consommation est venue soutenir la croissance, et on a écarté l'hypothèse d'une récession de l'économie américaine à court terme, et donc ce changement de sentiment nous a amené à remonter le niveau des actions dans les portefeuilles, et on a réduit à peu près de moitié notre sous-exposition aux actions. Alors quand je parle de sous-exposition aux actions, si par exemple on prend l'exemple d'un profil carte blanche, dans un profil carte blanche, les actions peuvent évoluer entre 0 et 100. Donc si on est neutre, on est à peu près à 50% d'actions. Pendant l'année 2023, on était plutôt vers 10% d'actions. Donc notre sous-exposition, c'était moins 40, la différence entre 50 et 10. Et ça, on l'a réduit d'à moitié. Donc on a à peu près racheté une vingtaine de pourcents d'actions dans les profils carte blanche. Et puis, on a procédé de la même manière dans les autres profils. Les autres profils, ils ont des niveaux centraux d'actions différents et puis des marges de manœuvre différentes, mais on a remonté les actions dans tous les profils, sachant qu'on reste prudent, c'est-à-dire qu'on reste toujours avec un niveau d'exposition aux actions inférieur à la neutralité pour les raisons que j'ai évoquées, parce qu'il y a des incertitudes, parce que le marché américain nous semble un peu élevé. On a renforcé les actions sur toutes les zones géographiques, particulièrement sur l'Europe, qui a moins rebondi que les États-Unis. Donc, on a un potentiel de performance qui nous semble un peu plus intéressant. Et on a notamment renforcé les petites capitalisations européennes. Les petites capitalisations, même d'ailleurs, dans leur ensemble, ce sont des sociétés de petite taille.
généralement, historiquement, on les payait plus cher que les grandes capitalisations en termes de PE. On parlait de valorisation tout à l'heure. Et elles ont vu leur niveau de valorisation baisser, devenir inférieur à celui des grandes capitalisations. On est plutôt sur des niveaux de sous-valorisation historique par rapport aux grandes capitalisations. Et donc, ça nous semble opportun de venir acheter ces petites capitalisations aujourd'hui. En contrepartie, on a allégé du monétaire dans les profils. On a allégé aussi le fonds flexible Lazard Patrimoine et Séries que nous gérons dans l'équipe à laquelle j'appartiens et qui aujourd'hui a une allocation d'actifs qui fait qu'il est assez proche d'un placement obligataire. Alors là, on peut jeter rapidement un œil sur l'allocation des différents profils carte blanche. C'est toujours ceux que nous prenons en exemple. Et vous voyez qu'on a aujourd'hui une trentaine de pourcents investis en actions dans ces profils des trois assureurs, Generali, Swiss Life et Suravenir, avec le poids des actions européennes qui est toujours prédominant dans les poches actions. Et puis, pour le reste du portefeuille, un poids important sur les obligations. Comme je le disais tout à l'heure, on est maintenant rémunéré à nouveau quand on détient une obligation. Si les taux restent au même niveau, on touche le rendement du portefeuille. Et puis, si on a un peu de volatilité, que les taux baissent, on a même une valorisation du prix des obligations. Donc voilà, c'est un portefeuille qui apporte un rendement courant et puis dans lequel on a quand même une exposition aux actions, une exposition à la remontée, à la hausse des marchés actions plus importante que celle qu'on avait au cours de l'année 2023 et au début d'année. Si on regarde maintenant la performance de ces trois profils carte blanche, sur une période de 5 ans, vous voyez donc quel que soit l'assureur chez qui vous avez choisi un profil carte blanche, on a une performance qui diverge parfois, mais qui est quand même proche. On a la performance pour cette année, ce qui est modeste sur les profils carte blanche. On a une performance de l'ordre de 1%, un tout petit peu moins chez Generali, un peu plus chez Suravenir. Après une performance 2023 de l'ordre de 4%. Et puis, sur une période de 5 ans, on est proche de 15% en termes de performance. C'est pas énorme, mais il faut quand même se rappeler qu'on a traversé une période très compliquée avec cet épisode du Covid. C'était quand même quelque chose d'inédit au point de vue de l'économie, mais de la société. Moi, je n'avais jamais été bouclé chez moi. J'imagine que vous non plus. Et puis, ça a créé quand même beaucoup de volatilité sur les marchés. Et puis après, on a eu cette période d'inflation, ce durcissement des conditions monétaires. Voilà, c'était une période un petit peu compliquée. Mais il y a quand même eu de la performance dans ces profils. Alors sur cette diapositive, on a des éléments un peu plus détaillés avec des performances glissantes sur des périodes un petit peu plus longues et notamment sur une période de 10 ans pour le profil carte blanche de Generali et celui de Swiss Life. Et il me semble qu'on aura bientôt également une performance de 10 ans à vous présenter sur le profil carte blanche de Suravenir. On est sur quelque chose entre 40 et 50% sur ces deux profils à long terme. Alors, pour conclure sur le positionnement des portefeuilles, on est prudent, comme je l'ai expliqué, toujours dans la partie basse de nos marges de manœuvre. L'idée, c'est de pouvoir
se repositionner, si on a un peu de volatilité dans les semaines et les mois à venir, puisque on a une partie du portefeuille qui peut être transférée vers des investissements en actions. On est investi en monétaire, on est investi sur des fonds obligataires, dont certains qui sont de duration courte, avec peu de risques. Donc on a des réserves à transférer sur des investissements plus risqués si des opportunités se présentaient, si on avait des marchés agités avec des baisses importantes. Et ça pourrait être causé par les incertitudes qu'on a aujourd'hui sur la politique monétaire, sur l'environnement géopolitique. On l'a pas évoqué, mais on a toujours la guerre en Ukraine, on a le conflit au Moyen-Orient, en Israël, on a en Europe ces élections qui viennent en France, le Royaume-Uni également a des élections législatives qui devraient déboucher sur une alternance. Elles auront lieu le 4 juillet, des élections générales, comme ils appellent ça au Royaume-Uni. Donc voilà, on est de notre point de vue bien positionné pour pouvoir saisir des opportunités qui pourraient se présenter dans les semaines à venir. Et puis, dans les poches actions, on préfère l'Europe par rapport aux États-Unis. Et puis, dans les poches obligataires, en ligne avec notre prudence, on a plutôt de l'investment grade, des émetteurs solides, mais qui aujourd'hui offrent des rémunérations qui nous semblent intéressantes. Merci pour cette présentation. Maintenant, nous allons passer aux questions des auditeurs. Alors, une première question. Est-ce que vous pouvez nous donner la part des fonds actions éco-responsables, donc label ISR ou autres, dans vos investissements? Alors, sur le profil carte blanche, et d'ailleurs sur l'ensemble des profils de Suravenir, de l'assureur Suravenir, on est à 100%, ou presque 100%. Je pense qu'on est entre 90 et 100% de profils labellisés, puisque c'est un positionnement souhaité des profils désormais. Pour les deux autres assureurs, j'ai pas le chiffre en tête, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a des portefeuilles qui sont quand même assez homogènes, et donc on doit avoir quand même une part significative de fonds qui disposent d'un label, mais je préférerais vérifier les chiffres et les communiquer à nos partenaires, et peut-être vous pourrez en informer vos clients. Oui, on communiquera dessus. Merci. Alors, au vu de la situation que vous avez évoquée tout à l'heure en France, faut-il sortir des obligations françaises, et est-ce que les obligations datées sont plus protectrices pour l'épargnant? Alors, faut-il sortir des obligations françaises? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit dans la situation où il faille se méfier de l'État français en tant qu'emprunteur. L'État français est un État qui est géré. L'Union européenne, quand elle a engagé la procédure, a souligné que des mesures étaient prises pour réduire le déficit budgétaire, pour contrôler le niveau de la dette. Donc, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Néanmoins, le spread historique récent entre l'Allemagne et la France était peut-être un peu faible eu égard aux différences en termes de déficit budgétaire, niveau d'endettement qui prévalent entre l'Allemagne et la France. Et ce spread relativement réduit était probablement lié au fait que les investisseurs internationaux trouvaient des avantages à venir acheter la dette française
puisque c'est une dette qui est abondante, comme la dette française est plus élevée que la dette allemande, elle est plus disponible sur le marché, donc il y a plus de liquidité, et il y avait une stabilité politique qui faisait que c'était confortable pour un investisseur qui achète structurellement de la dette d'État de venir bénéficier d'un supplément de rendement en investissant sur la France par rapport à l'Allemagne. Ce supplément de rendement va être peut-être un petit peu plus élevé dans la période à venir, puisque ce facteur de stabilité financière, c'est un peu amoindri. Merci. Dans la gestion carte blanche, pourquoi une telle prudence depuis 2 ans? Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette prudence n'est pas spécifique à la gestion carte blanche, elle était reflétée dans l'ensemble des profils. Il se trouve que, comme la gestion carte blanche a la capacité de voir le niveau d'exposition aux actions baisser jusqu'à 0, on avait largement utilisé cette possibilité, puisque nous anticipions une récession aux États-Unis du fait du durcissement historique dans son ampleur et également dans sa rapidité du durcissement historique des conditions monétaires. C'est pas rien quand le taux passe de 0 à 5,5%. Si on doit emprunter de l'argent pour faire une acquisition, pour acheter un bien immobilier ou faire un investissement pour une entreprise, eh bien, ça renchérit vraiment le coût de cet investissement et ça aurait dû avoir un coût d'arrêt sur l'activité beaucoup plus important que ce que l'on a observé et ce qui a faussé en fait les mécanismes classiques. C'est vraiment ces liquidités très très abondantes qui ont été injectées dans l'économie à l'occasion de la crise du Covid par les gouvernements, par le biais du déficit budgétaire, avec le soutien des banques centrales qui sont venues acheter les obligations émises par les gouvernements. Merci. Alors, avant de vous poser la dernière question, je précise qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions au vu de toutes celles qu'on a reçues, mais un spécial qui vous recontactera pour répondre à votre question. Donc, une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous partager votre analyse sur la parité euro-dollar avec les élections US qui approchent? Alors, la parité euro-dollar, elle dépend de beaucoup de choses. D'abord, ce qui l'influe, c'est quand même les niveaux des taux d'intérêt à court terme. Et les niveaux des taux d'intérêt à court terme, ils sont très dépendants des politiques des banques centrales. On en a pas mal parlé au cours de cette séance. La Banque centrale américaine, on attendait qu'elle baisse ses taux directeurs de façon importante et finalement, on voit qu'elle n'a pas encore commencé à les baisser et puis elle n'est pas franchement dans une situation confortable pour commencer à les baisser. Donc ça implique que les taux courts américains restent à un niveau relativement élevé qui prévaut aujourd'hui. À l'inverse, la Banque centrale européenne, même si on a vu qu'elle n'allait peut-être pas pouvoir baisser ses taux dans une ampleur très importante, elle a commencé à faire baisser ses taux. Donc ça, c'est plutôt un facteur de soutien au dollar contre l'euro. Après, on a aussi les événements politiques. La question mentionne l'élection américaine, mais on vient d'avoir une élection en Europe, le renouvellement du Parlement européen, et son corollaire, cette élection qui arrive en France, et ça crée de l'incertitude. Donc pour l'instant, l'incertitude, elle est plutôt du côté de l'euro. À court terme, c'est aussi plutôt un facteur de soutien pour le dollar. Après, c'est vrai que on va avoir le résultat des élections le 7 juillet, peut-être un gouvernement de majorité, peut-être des négociations entre les différents partis au Parlement pour mettre en place un gouvernement qui aura plus ou moins les mains libres pour mener sa politique. Et puis, donc ça sera en France. Donc la situation va plutôt s'éclaircir. On aura
plus d'idées de ce qui se passera. Et puis à l'inverse, aux États-Unis, on va s'approcher de l'élection qui a lieu début novembre. Là, on rentre, il me semble qu'il y a le premier débat aujourd'hui entre Donald Trump et le président Biden. Et effectivement, l'incertitude basculera peut-être du côté des États-Unis. Donc voilà, c'est quelque chose à suivre dans les mois à venir. L'évolution de l'économie, ce que vont faire les banques centrales et puis aussi des aspects plus politiques. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces questions. Nous venons donc de passer en revue les performances des gestions pilotées Lazard ainsi que les perspectives. Si vous avez d'autres questions concernant la gestion pilotée Lazard, je vous invite à contacter votre conseiller ou à nous écrire. Je remercie donc Colin Febvre, économiste allocataire chez Lazard Frères Gestion, qui nous a accompagnés. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.